Didier Caz, donc, qui va nous parler des territoires 100% fibre, donc nouveau pôle d'attractivité. Donc Didier Caz représente le groupe Orange, petit opérateur, tout à fait. Méconnu sur l'Hexagone. Méconnu sur l'Hexagone. Ouais, un petit peu pas que sur l'Hexagone. Bon, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Alors voilà, je suis d'autant plus ravi de pouvoir venir partager ces informations avec vous tous, parce que je veux dire, je vais vous donner, moi je vais attaquer la chose sous un autre prisme et vraiment avec le verre à moitié plein, c'est-à-dire que montrer que on a changé de siècle. Et au changement de siècle, il y a beaucoup de choses qui ont changé et que l'écart dont vous avez fait référence tout à l'heure, en fait, le décalage qu'il pouvait y avoir entre l'urbain, le périurbain et la ruralité est de moins en moins vrai, au moins en matière, parce que je vais essayer de vous le démontrer autrement, avec un autre angle de vue, pour une bonne simple raison, c'est que quand au siècle dernier, les gens se parlaient par voie postale ou autre, et qu'ils ont connu l'arrivée du téléphone, qui était un nouveau lien qui allait créer une cohésion plus facile, plus simplifiée au sein du pays, il a fallu 40 années pour le construire. L'électrification, il a fallu 90 années pour le construire. Et aujourd'hui, les outils du XXIe siècle ont permis d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on refait le même maillage, tout en fibre optique, sur l'ensemble du territoire en moins de 20 ans. Tout simplement parce qu'on a changé d'outil, c'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à tout un chacun de prendre son destin en main, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les fonds privés que moi je représente, donc en tant qu'opérateur, et il y a les fonds publics qui ont pu aussi avancer en la matière. Donc il y avait l'exemple de l'Ain, il y a plein d'exemples comme ça en France, où justement on a tout ça. Et donc ça a créé une vraie dynamique. Alors, Orange, un clin d'œil simplement pour vous dire que pourquoi je parle aujourd'hui et quelle est aussi ma raison de pouvoir parler. Bon, Orange, on représente 142 000 salariés, 26 pays dans lesquels nous sommes présents. Notre logo est 8e sur la marque mondiale des télécoms. Donc voilà, c'est pas quelque part. Et en matière, nous sommes aussi engagés. Sur le côté de la planète, c'est-à-dire que la consommation d'électricité, nous sommes assez chronophages, puisque quand même nous avons notre data center, tout ce truc-là, nous avons des réseaux qui jusqu'à aujourd'hui consomment de l'électricité, puisque bon voilà, là-dessus, et donc ça tend à s'éteindre, et aujourd'hui, la consommation de notre électricité est équivalente à 31% d'origine renouvelable. Donc ce n'est pas rien quand même, on a un fort effort et on sera à 100% en 2040. Donc, plus loin, simplement, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui voient à nous qu'on est peut-être encore l'ancien opérateur historique et tout ça, que malgré tout, on est un moteur qui tire une locomotive pour l'économie dans le pays où nous sommes présents, chaque fois. C'est-à-dire qu'on crée de l'emploi, donc il y a les salariés qui sont là, mais après, on fait travailler tout plein de sous-traitants à côté, donc à hauteur de 400 000 emplois. On génère 400 000 emplois. Ce qui veut dire que quelque part, on est présent. Après, on est diversifié, vous le savez. Ça, parfois, on nous le reproche. Parce que par exemple, on est banquier aussi. Bon, quelque part, on a notre banque. On a plein d'autres services comme ça aussi. Mais bon, voilà un petit peu. Donc voilà, donc, je vais en passer directement. On va venir au fait pourquoi je parle aujourd'hui. Je voulais simplement dire que je vous fais un simple rappel. En l'occurrence, c'est que le monde a changé, je dis, entre le 20e et le 21e siècle, c'est passé un certain nombre de choses, et qui, aujourd'hui, a dépassé les frontières de l'urbain ou du périphérique. C'est-à-dire qu'on pensait toujours avant que les gens, c'était les Parisiens qui pensaient, et ils ne connaissaient pas ce qui se passait derrière, de l'autre côté du périphérique. Là, aujourd'hui, on voit que partout, où qu'on soit sur tout le territoire, à la vague des objets connectés, des systèmes de pilotage, c'est énorme. 2040, on prétend qu'il y aura 150 milliards d'objets connectés, quelque part. Donc, on va dire, tout se parle, tout se connecte, s'interconnecte. L'utilisation du mobile, l'information qu'on va chercher, la protection des données, tout le côté social, lien social, tout ce qui se crée et professionnel, j'y viendrai tout à l'heure, justement, on va parler d'attractivité des territoires. Et bien, pour parler d'attractivité des territoires, c'est-à-dire que même le monde paysan, tout le monde s'est mis à l'ère du numérique au point où chacun utilise
voilà, l'économie locale, la vente directe, tout ce qui fait au sein de la ferme et autres, il faut avoir son site web, il faut avoir son site internet. Donc, on voit bien que tout le monde utilise cet ensemble, et rien que pour ça, eh bien, on parle usage. Or, tout le monde peut me faire des grandes déclarations régulièrement, on me fait vraiment que telle chose se connecte avec telle autre chose, que c'est génial, et c'est celui qui cela. Mais on oublie une chose, c'est les infrastructures. Il faut commencer par faire les infrastructures. C'est-à-dire que quelque part, l'attractivité d'un pays, elle se mesurait au nombre de routes, l'attractivité de la ville ou du village, son commerce se développait s'il y avait une route à côté, à proximité, s'il y avait une autoroute, s'il y avait un arrêt TGV ou s'il n'y avait pas de tout ça. Et là, aujourd'hui, on ne peut parler de cohésion globale et d'attractivité où qu'on soit du plus petit village. Et moi, bon, vous l'avez compris avec mon accent, vous voyez, j'ai fait l'effort de venir à Paris. Quelque part, mon village, il y a 60 habitants. Donc, quelque part, donc voilà. Et je peux travailler dans un grand groupe comme Orange, tranquillement, à tout moment. Et d'ailleurs, je suis en télétravail permanent. Donc, automatiquement, je fais voilà, sans problème. Donc, automatiquement, ça, c'est assez important. Donc, on passe au slide suivant. J'ai posé comme ça les choses. Alors, ce grand chantier, on parle de ce premier grand chantier du XXe siècle. Il y en a eu au XXe, il y a eu l'électrification, il y a eu les réseaux ferrés qui sont développés énormément, il y a eu le téléphone qui s'est mis en place, la DSL, la XDSL. Il y a eu des grands chantiers comme ça par tranche qui ont généré de l'emploi, qui ont mis la France à un certain niveau, un certain rang là-dessus. Le premier du XXIe siècle, c'est que tout le monde ait accès à ce très haut débit. Et là-dessus, il y a une feuille de route qui a été fixée par le gouvernement et suivie par la NCT avec des dates, des deadlines bien précis. Et notamment, bon, 2020, on devait être là-dessus, j'ai vu tout à l'heure les cartes de présence de la 4G là-dessus au plan de territoire normal. Alors, il faut toujours savoir qu'en matière de dire d'éligibilité, tout ça, on parle par rapport à la population, tout ça. Et donc, c'est vrai que où il y a la population, c'est rouge. Où il n'y a pas de population, c'est vrai que parfois c'est un peu plus clair. Mais voilà, il faut toujours dire que quand on dit on est à 99% d'une couverture, on parle toujours de la population. On ne parle pas des territoires. On ne couvre pas les déserts. Bon, voilà. Donc ça c'est voilà, il peut y avoir voilà, mais ça, il faut le savoir. Il faut toujours savoir ce que c'est là. Et donc, 2022, il vous a échappé à personne qu'il y a des échéances. Et comme par hasard, on nous avait fixé une échéance énorme, grande, c'est que 80% du territoire français est là en logement, je parle. Là, je parle bien, c'est pas simplement dans un logement aussi bien, quel qu'il soit, sur une base de 42 millions, il fallait qu'on soit à 80%. Aujourd'hui, nous sommes à 74%, ce qui veut dire qu'on dépassera l'objectif par rapport fixé par le gouvernement en la matière. Là-dessus, la prochaine échéance derrière, c'est 2025, c'est que tout le monde l'est, avec une base de 100 mégas. Alors, on va plus loin. Et je vous donne un peu, voilà, je vous donne quand même où c'est qu'on en est. La France, entièrement fibrée, ben ça y est, on y est. On y est pratiquement, on approche, puisque il faut savoir que notre rythme de déploiement, même en période de confinement, de contexte sanitaire qui était assez complexe, malgré tout, on a continué à avancer très vite, et on est devenu numéro 1 en matière de dotation. C'est nous c'est la France qui est le mieux placée sur le plan européen en matière d'accessibilité donc à ces services-là, du très haut débit, devant l'Allemagne, devant l'Espagne, l'Italie, tout ça, là-dessus. Et pour vous simplement vous dire qu'à fin décembre 2021, nous étions en gros à 30 millions sur les 42 millions de cibles de logements, et Orange pour en avoir fait à son compte, sur ses fonds privés, 18 millions. Donc quelque part, on est un fort acteur sur le sujet. 74% en France. En matière d'abonnement, de fournisseurs d'accès, quelque part, eh bien, il y a une migration qui s'est faite, c'est-à-dire on est allé vers le meilleur qu'il puisse y avoir sur le terrain à l'heure actuelle. Donc 14,5 millions d'abonnés, quelque part, sur la fibre. Orange, 6 millions dans cette quote-part, rien que Orange tout seul. Et on a dépassé le nombre de ADSL. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus d'abonnés sur la fibre qu'il y en a sur la DSL. Donc quand même, c'est une tendance. Après, moi, je veux dire, autour de la table,
vous n'êtes pas forcément des experts et vous savez peut-être pas, et tout à l'heure dans la présentation, j'ai entendu, il dit bon, Orange. Alors, en matière d'opérateurs d'infrastructure, nous sommes le plus seuls en France en tant qu'opérateurs d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a des départements, des régions entières, où vous n'aurez plus Orange comme interlocuteur pour les infrastructures. Il faut le savoir. Ce qui veut dire que dans le cadre de la fonction immobilière, notamment de la construction, le promoteur, avant même de commencer, de savoir avec qui il va devoir travailler, il doit aller chercher sur un site, notamment je propose celui de la carte ARCEP, et il va taper son adresse, son coin, sa commune, et il va savoir quel est l'opérateur de référence, quel est l'opérateur d'infrastructure locale. Et ça, c'est assez important, et ça, c'est quand même une grande transformation. C'est un grand changement. C'est-à-dire qu'avant, on n'en connaissait qu'un, et c'était lui qu'on allait toujours voir. Là, aujourd'hui, déjà aujourd'hui, et bien quelque part, non, il peut y avoir, donc, il y a une dizaine d'opérateurs d'infrastructure différents en France. Donc ça, c'est assez important à savoir, parce que c'est quand même des grosses transformations. On passe au slide suivant, qui va vous montrer que l'arrivée de très haut débit, ça permet aussi d'être une opportunité d'emploi et de nouveaux métiers. Il va y avoir une multitude de nouveaux métiers, notamment la majorité des métiers de 2030 ne sont pas encore reconnus aujourd'hui. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y a vraiment, on change un peu de choses, et donc, ne serait-ce que pour le cadre du déploiement de la fibre, le plus haut des pics, donc qu'on a estimé entre 2020 et 2023, sur le terrain, c'est 30 000 personnes, rien que pour déployer, c'est-à-dire amener la fibre au plus près de vos logements. Et ensuite, il y a en gros là-dedans 10 000 techniciens qui, eux, viennent chez vous pour mettre la fibre en service dans votre logement. Et derrière ça, il faut penser que, on parlait de la ruralité, donc on va en parler en même temps, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses il va y avoir le smart city, tout ça, enfin voilà, tout ce qui est autour du smart green, tout ça, tous ces services, usages qui vont faciliter la vie du quotidien, partout dans nos campagnes, ainsi de suite, peu importe. Et là, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer. Il y a à peu près une projection de 10 000 nouveaux métiers, 10 000 nouvelles personnes qui vont rentrer sur ces marchés du service, de la mise en service directement là-dessus. Alors, la carte que j'ai mise à droite, c'est que, simplement pour rappeler qu'on est en France, que c'est très compliqué de travailler en France, souvent. C'est-à-dire que, suivant où on habite, on vous dit, vous êtes sur des zones très denses, vous êtes sur des zones uniquement privées, c'est-à-dire qui ont été, le déploiement se fait qu'avec des fonds privés, et puis après, il y a plein d'autres zones, les autres, en gros, pour vous la faire schématique court, 3600 communes en France qui correspondent en gros à 60% de la population, c'est avec des fonds privés. Donc, on va dire 2 opérateurs aujourd'hui. 2 opérateurs privés qui s'investissent dessus uniquement avec leurs fonds propres. Et après, ça veut dire que par rapport à 34 000 communes, ou 36 000, enfin, peu importe le nombre là-dessus, ben, toutes les autres, c'est avec des fonds publics. Ce qui veut dire que quelque part, c'est pour ça qu'on va beaucoup plus vite qu'on a pu le faire avec le cuivre, qu'on a pu le faire là. C'est parce qu'il y a vraiment... c'est tout le monde qui parle dessus. Et donc, il ne faut pas se dire, ben moi, parce que je suis dans le Gers, moi je suis du Gers, vous l'avez compris, et c'est pas parce que je suis là-bas, dans le petit village là-dessus, ben, par rapport à Paris, voilà, je ne serai jamais servi. Maintenant, j'ai eu le pouvoir de lancer un appel d'offres pour faire en sorte que je prenne les chantiers à compte de la collectivité locale, du département, pour lancer un projet d'initiative publique qui fait que quelque part, j'aurai la fibre. Et j'ai eu la fibre dans le Gers plus vite parfois que dans certaines zones autour de Paris. Donc, mais vous étiez là. Oui, ben voilà, aussi, hein, c'est pour ça qu'ils m'ont choisi, mais bon, quelque part. Alors maintenant, on passe au slide suivant. C'est relativement important parce que le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est quand même le côté attractivité. De créer de l'attractivité, donc c'était le slide, voilà. Et donc, il y a une forme d'appétence qui se fait au très haut débit parce qu'il y a des labels qui font qu'aujourd'hui, ça incite à aller vers le meilleur qui puisse exister sur le terrain en la matière. Et donc, par rapport à ça, il y a un statut de zone fibrée, délivré donc, plutôt par l'État, en gros. Donc, c'est un label
qui permet de promouvoir au mieux quand même le bien vivre avec le numérique dans sa région. C'est une première bonne réponse au téléphone. Voilà, complètement. C'est dire, vous pouvez venir chez moi, c'est comme à Paris. C'est-à-dire que pour travailler, vous pouvez comme à Paris, tout ce truc-là. Donc ça, il y a ce premier label. Et alors, dans l'immobilier neuf notamment, il y a tout un panel de nouveaux labels qui ont été mis en place et qui sont très recherchés parce qu'ils amènent quand même des fonds. Ils permettent d'avoir le taux zéro, ils permettent d'avoir des tas d'aides aussi bien européennes que françaises. C'est donc, par exemple, le label NFHQE Habitat. Donc, c'est-à-dire, dès lors où il y a une installation en fibre, il y a tout un certain nombre de critères qu'il faut remplir et ils peuvent obtenir le label. Le Wireless Score, c'est intéressant, le Wireless Score. Alors, oui, alors voilà, mais il est dédié à l'entreprise. Oui, oui. C'est à l'entreprise, mais c'est au moins de garantir à l'entreprise quand même qu'il a les moyens de sécurisation de toutes ces données, parce qu'il y a plusieurs trajets de retard qui ont été en place et tout ça. Donc ça, c'est quand même, c'est pas rien. Après, il y a le consuel. Le consuel, maintenant, est aussi présent dans l'immobilier neuf pour certifier, valider les installations qui sont mises en place. Et après, il y a l'autre qui est moins connu, il garantit tout le côté interconnectivité au sein même d'un même logement. Voilà. Alors, ensuite, on en arrive que, justement, la complexité de ces fameux services multi-usages qui vont se mettre en place, et si, dans un premier temps, l'arrivée du très haut débit, donc le FTTH, a été fait pour l'entreprise et le logement, donc du triple play, en gros, classique, quelque part, et qui permettait d'avoir à tout le monde cet accès aux 100 mégas, alors que tout le monde, beaucoup, la majorité, même les grandes entreprises, certaines du CAC 40, n'avaient pas du tout de 100 mégas, ils n'avaient pas besoin d'ailleurs. Et donc, automatiquement, ça permet de donner à tout là. Et là, il y a des métiers qui sont en place, et des interlocuteurs comme les opérateurs d'infrastructure, les opérateurs d'immeubles qui vont gérer donc tout ce qui se passe autour de la fibre optique dans l'immeuble. Il y a l'opérateur commercial qui vous amène voilà, qui est votre fournisseur d'accès, classique là-dessus. Et après, quand on a dit ça, mais un immeuble, ou enfin peu importe, un lotissement ou une maison, c'est pas que ça. Il y a aussi des services à côté, spéciaux, qui font vivre cet immeuble. Et il va y avoir de plus en plus de services qui vont faire vivre ces immeubles. C'est-à-dire que des choses, des points de télérelève, des choses comme ça, de tests, de suivi, de tout ce qui va être la gestion technique du bâtiment. Et là, aujourd'hui, c'est sur l'analogique. C'est sur l'ancien, le fameux téléphone du siècle dernier, où il y a encore de l'électricité qui passe dedans. Ça se stoppe. On a enclenché l'arrêt effectif et l'arrêt technique de ces services-là à partir de fin 2023. Ce qui veut dire que tous les services liés à la gestion technique des bâtiments et tout ça devra aussi migrer sur la fibre, par exemple. Pas que, il y a la 4G, ou la 5G, mais quand même beaucoup vont migrer aussi sur la fibre optique. Et là, il y a une création de nouveaux métiers. Pourquoi? Parce que quand on va mettre une box dans une partie commune d'un immeuble, on est sûr que c'est le vendredi soir, que ça tombe en panne et qu'il y aura quelqu'un pour aller re-enclencher le truc. Et donc, il y a les métiers d'intégrateurs qui rentrent là-dedans. Donc, c'est des nouveaux boulots, des nouveaux jobs qui arrivent à la matière où il va falloir être au service de tout ce petit monde. Comme dans le milieu d'entreprise, il y a des DSI, eh bien, dans le milieu résidentiel, il va falloir des gens comme ça. Il y a pas mal d'ailleurs de start-up qui s'intéressent. Exactement. Après, c'est une question... Jean-Michel, nous en avons labellisé quelques-uns. Oui. Après, c'est une question de marché. Le marché va faire en sorte que, quelque part, le marché va tout réguler, au fait que peut-être des startups, ça sera compliqué, sauf parce que ça va être de la masse. Il va falloir savoir pour avoir des coûts les plus bas possibles et une forme d'attractivité par ces gens qui ne sont pas habitués. Par exemple, le monde des copropriétés ne sont pas habitués à avoir un DSI à eux, quoi. Donc, automatiquement, avec un contrat. Donc, forcément, il va falloir accompagner tout ce côté-là. Et donc, j'en arrive donc à ce côté de multi-usage, et ça, je pense que c'est tout à fait le cœur même de notre rendez-vous aujourd'hui, c'est que on voit bien qu'il a fallu prendre l'actualité structurante aujourd'hui, entre ce que voulaient les gens, qu'est-ce qu'ils attendaient de ces services-là,
ce qui se passait autour de nous, j'en parlerai après sur la partie de droite. La partie centrale, c'est d'abord qu'est-ce qui aujourd'hui nous préoccupe. Donc il fallait amener des services pour les parties privatives, donc les logements, les locaux professionnels et tout ça. Il fallait amener aussi les moyens de desservir les services des parties communes, collectives, je veux dire les parties communes, donc quelque part. Il faut tenir compte que on arrête dès 2023, on commence à arrêter, donc techniquement, on a déjà, commercialement c'est déjà engagé, mais techniquement, on coupe, quoi, c'est clac, 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 on éteint. Dès 2003, le RTC, donc le réseau commuté. Les usages sur support analogique, donc notamment de la GTV, bon, devront migrer sur le tout IP, que ce soit la fibre ou la 4G, 5G, bon, mais en tout cas, sûrement pas la 2G, hein, vous avez entendu le programme de la 2G, hein, clac, clac, elle est amorcée aussi, on éteint, 3G aussi. Donc automatiquement, on va bien, qu'il va falloir aller vers les meilleurs de ce qu'on a autour de nous, et la fibre a donc vocation à se substituer des réseaux cuivre d'ici 2030, c'est demain. Alors, l'attractivité territoriale, elle repose pour moi, dans le sens, pour nous, sur 6 piliers qui sont super importants et qui vont créer ce niveau d'attractivité au niveau de nos territoires. Oui, on s'est plaint, et à juste titre, qu'on a vu, tout à l'heure, vous avez montré les photos, justement, de commerce fermé, de services et tout ça. Si on veut que nos campagnes, que nos villages, que nos bourgs, que nos petites villes continuent à vivre et tout ça, c'est que, pourquoi on y va? On y va parce que c'est peut-être moins stressant que d'être à Paris. Peut-être. Mais à notre côté aussi, c'est que on y retrouve surtout les mêmes services qu'on avait à Paris. Et donc, les premiers services, c'est quoi? C'est avoir accès à un médecin, c'est avoir accès à ses impôts, avoir accès, enfin, à tous les services de l'État au quotidien là-dessus. Et la fin du siècle dernier, on a bien vu que toutes ces choses-là, les trésoreries, elles se sont fermées les unes après les autres, tous les différents services dits au public, même la Poste a engagé. Même les agences bancaires. Ouais, alors, j'allais parler de ça. Les agences bancaires, tout ça, tout le monde est parti, et après, pour avoir un peu d'argent liquide, il faut faire 20 km pour avoir de l'argent liquide. Donc, automatiquement, on a vu que c'est ça. Le meilleur moyen de ramener tous les services au plus près des gens, mais encore d'une manière là, ça a été de les transférer, et l'État a fortement œuvré à ce projet-là, de les retransférer via le numérique, donc via, voilà, on déclare ses impôts depuis chez soi, on fait plein de choses comme ça, le côté bancaire, bon, maintenant, vous n'avez plus quelqu'un à un guichet, sauf quand même, on voit de plus en plus aujourd'hui des mutualisations. C'est-à-dire que l'agence bancaire qui est fermée déjà depuis 10 ans, elle est en train de se rouvrir, mais ce n'est plus le Crédit Lyonnais, c'est le lundi le Crédit Lyonnais, c'est le Crédit Mutuel le mardi, c'est la Société Générale le mercredi là. Donc, il y a une fois par semaine quelqu'un qui revient. Faut pas se tromper, hein. Donc, non mais, ça montre bien qu'il y a un côté où on a ce côté-là de ramener le service. Et les très hauts débits, ils contribuent. Donc, ils contribuent à quoi? Tout ce ils contribuent au mode de vie, à changer tout notre système de vie. Ils contribuent fortement à amener les usages pour l'environnement durable, tout ce qui est dans là. Tout ce qui est lié au transport, c'est-à-dire le transport, faut-il maintenir du transport quotidien et parfois faire rouler des bus ou faire rouler ça ou des taxis à vide, et plutôt que de savoir les commander pour que justement quand on en a besoin, seulement les jours de marché ou les jours là où on en a, ils sont là. Tout ça, ça peut se gérer grâce au numérique quelque part. La gouvernance durable, bien sûr, l'approche citoyenne, le bien-être, travailler sur le bien-être, les échanges qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, le circuit court entre celui l'agriculteur qui maintenant transforme et revend, et donc on peut commander directement sur son site web et tout ça, il vend ses propres produits directement, et le côté industriel. Donc là, c'est vrai qu'on voit un certain nombre de choses. Et donc, je terminerai en gros là-dessus, pour ça je laisserai place un peu là-dessus, c'est que, aux questions, les territoires fibrés, ils deviennent garants d'un nouveau pôle d'attractivité et surtout d'un échange bien partagé, où chacun va à sa place et crée une cohésion. C'est-à-dire qu'après tout, qu'on soit... Pourquoi être en centre Paris si je peux faire la même chose à 100 km de là, ou à 200 km de là?
Et on a appris beaucoup quand même de ce dernier quinquennat. On a vu d'abord qu'il y a eu certaines manifestations qui ont fait état qu'il y avait des différences entre Paris et la province, et donc ça s'est traduit quand même par des choses où parfois ça n'a pas été très bien compris, et où on a dénoncé énormément de manques, et qu'en réalité, en expliquant que quelque part, oui, mais est-ce qu'il faut maintenir une trésorerie 365 jours sur 365, ou est-ce que le fait, après, la réponse au fait, oui, mais moi je ne sais pas, j'ai pas Internet, moi je sais pas m'en servir. On a vu des initiatives très bonnes là-dessus, donc des nouveaux emplois qui sont faits là pour accompagner avec des ouvertures précises dans les collectivités locales, voire des bus, des minibus qui circulent de village en village pour que chacun puisse faire ce qu'il ne sait pas faire habituellement, prendre rendez-vous pour son médecin, tout ça. Bon voilà, on voit bien que comme quoi c'est devenu central. Maintenant, il faut accompagner tout ce petit monde là-dessus. Alors, pour terminer là-dessus, donc ce que je veux dire, c'est que, je vous l'ai déjà dit, la France sera fibrée entre 15 et 20 ans, alors qu'on a mis 40 ans pour la téléphonie fixe. Aujourd'hui, près de 27 000 communes sont en mode déploiement, elles ne sont pas toutes terminées, mais il y a des ouvriers, il y a des techniciens, il y a des choses qui se font sur ces communes. Donc, bon, c'est pas l'ensemble, mais c'est quand même pas mal. Et bon, il y en a quand même aujourd'hui plus de 18 000 communes qui sont ouvertes à la commercialisation, c'est-à-dire que vous pouvez trouver là-dessus. C'est relativement important ce que je dis et que je donne comme information là-dessus, parce qu'on n'avait pas ça, et là, je ne serais pas contredit quand je parle à la Caisse des dépôts et tout ça, qui a suivi très bien ce côté-là aussi, c'est qu'avec la DSL, ce n'était pas le cas. Il y avait des tas de régions où il n'y avait pas les 4 opérateurs, les 4 FAI. Parce que certains FAI, ils avaient dit, oh, moi c'est plutôt... Je passe à côté. Oui, parce qu'ils allaient plutôt où il y avait du marché, de la porte-à-pétage de marché. Et là-dessus. Et donc il y avait des régions où il n'y avait pas le choix entre 4 opérateurs. Hein. Parfois c'était entre 2 seulement. Là avec la fibre, c'est pas le cas. Avec la fibre, il y a eu vraiment quelque chose d'engagé où les 4, ils sont en présence, où qu'on soit, ou partout. Alors, pas le même jour, pas le même mois et tout ça, mais à terme, tout le monde sera dessus. Ça, c'est important. Puisqu'on termine sur Orange, quand même, puisque c'est moi qui parle aujourd'hui pour Orange, automatiquement, on a créé quand même ce côté Orange Concession, dont la Caisse des dépôts est partie prenante, en tant que banque aussi, on a du financement. Et donc, automatiquement, c'est vrai que pour regrouper tous nos réseaux d'initiatives publiques que nous avons avec les fonds publics, donc on a un consortium là, comme ça qui existe avec l'ensemble de nos initiatives publiques. Et on est quand même le leader là-dessus, puisque on a l'ensemble des régions que nous avons, entre guillemets, remportées, que c'est à nous de les traiter, ça correspond à 4,5 millions de prises. Évidemment, 4,5, si c'était de l'urbain, ça ne ferait pas beaucoup. Et quand on parle rural, c'est quand même beaucoup de territoires et de grands territoires. Donc, pour terminer, la conclusion, c'est quoi? L'attractivité, c'est la capacité d'apport de réponse aux divers sujets. C'est-à-dire savoir sur le côté industriel, et on a vu que pendant la pandémie, même dans des territoires très reculés, il y a des entreprises qui ont ouvert et qui fonctionnent très bien et qui n'avaient pas besoin d'être en proche couronne parisienne pour vivre et exister. Au contraire, le Smart City, ça va se développer énormément, et donc il faudra cette présence d'avoir les outils pour ça. Tout ce qui est le commerce, le retail, c'est le côté commerce là-dessus. La santé, évidemment. La santé, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, les médecins déserts médicaux, mais avec la consultation directe via, qui est de plus en plus organisée. Les pharmacies, entre autres. Et voilà, on a ça quand même, on a la possibilité d'avoir son médecin plus facilement, sans être obligé de se déplacer là-dessus. Donc la télémédecine, tout ça, la prévention, c'est important. Le transport, la gestion des transports, c'est important. Le côté assurance aussi, parce que quelque part aujourd'hui, il y a énormément de tarifications qui sont liées au fait à votre capacité à pouvoir répondre sur tout le côté là-dessus. Voilà, donc ce que je veux dire plus quelque part, je pense que je vois le verre quand même plutôt à moitié plein, que quelque part, on a ce côté équilibre, ce côté déséquilibre qui a pu exister dans le passé entre, je le fais schématique, mais entre Paris et la province.
ça n'existera de moins en Parce que moins. les fibres, Même s'il y a toujours quelques zones blanches ou quelques déserts. la fibre sera fédératrice ou ne sera pas. Oui, mais elle le sera parce Elle qu'elle le sera. elle le sera avec la 4 et 5G. C'est les deux seuls réseaux qui resteront quoi, en place. Donc automatiquement, je pense que c'est assez important. Et donc le côté, voilà, je me mettais mis en fonction de ce que j'avais entendu tout à l'heure. Mais je pense que voilà, C'est très clair. voilà. Bah, écoutez, C'est merci très bien, beaucoup. c'est très bien.